Bien, bonsoir, bonsoir et merci d'être là pour cette quatrième année de notre séminaire philosophie critique de l'innovation au Collège international de philosophie. Et cette année sera consacrée à la question de la politique citoyenne, l'innovation politique. Et je vais, pour commencer, vous proposer un rapide récapitulatif de ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une sorte de panorama de nos 3 premières années, destiné ensuite à regarder dans quelle mesure nous pouvons continuer cette année avec une orientation un peu différente, mais toujours évidemment pour une philosophie critique de l'innovation. Alors la première année était destinée à faire une critique de l'innovation, plus exactement pourquoi une critique de l'innovation. Et la première année du séminaire a été consacrée à articuler 2 axes pour fabriquer cette critique de l'innovation, à la fois la responsabilité et la spiritualité. Et à ce titre-là, il s'agissait d'interroger ce qui rend une innovation responsable, le rôle de l'innovateur et les transformations profondes que l'innovation induit sur l'être humain. Nous avons alors cherché à élaborer un cadre conceptuel pour nous aider à penser une critique de l'innovation qui associe responsabilité spiritualisée et spiritualité responsable, notamment à travers des exercices qui visent à éveiller la conscience de l'innovateur quant aux conséquences de ses actes. L'innovation y est pensée non comme un simple processus technique uniquement, mais comme un acte moral qui est orienté vers le bien commun. Et cette réflexion s'est interrogée et s'est accompagnée pendant la première année d'une historiographie de l'innovation depuis l'Antiquité. Si le concept est moderne, ou son usage est moderne dans notre quotidien, on pourrait dire contemporain, des formes proches de l'innovation est présent dès Xénophon. Et donc on avait vu cette notion importante de kénotomia, une sorte d'ancêtre grec de l'innovation. Avec Schumpeter, l'innovation, c'est ce qu'on a vu la première année, donc devient le moteur du progrès, avant d'être re-questionnée par une lecture foucaldienne que nous avions fait, montrant qu'elle peut devenir aussi un instrument d'assujettissement. D'où une question centrale, l'émancipation de l'innovation est-il possible, ou l'innovation peut-elle émanciper, ou peut-elle au contraire dominer? C'est un peu la problématique de cette première année, selon la manière dont elle est pensée, selon la manière dont elle est orientée. La deuxième année était consacrée aux critiques de l'innovation. Donc pas une critique de l'innovation, pourquoi, mais aux critiques de l'innovation. Et pour cela, nous avons travaillé à définir ce qu'est une critique, entendue comme un exercice de discernement à la fois rationnel, subjectif, responsable et spirituel une nouvelle fois. Et l'enjeu était d'établir un tribunal de la raison, appliqué à l'innovation, afin d'échapper à l'alternative entre une forme de sacralisation, si l'on peut dire, de l'innovation, dogmatique souvent, et son rejet sceptique que l'on peut avoir envers l'innovation. Et nous avons porté une attention particulière à l'essence de la technique, notamment à partir de Heidegger et de Jacques Ellul. Chez Heidegger, la technique engage une métaphysique où se joue le destin même de l'être. Chez Jacques Ellul, elle apparaît, cette technique, comme une force autonome qui structure la société contemporaine, au risque de déshumaniser les rapports sociaux et de réduire l'humain à une logique purement instrumentale. Nous nous sommes également interrogés cette deuxième année sur l'idée de progrès, souvent pensée comme une dynamique inéluctable orientée vers un mieux-être. Face à ces effets négatifs, la réponse dominante prend aujourd'hui souvent la forme du technosolutionnisme. L'appel à toujours plus d'innovation pour corriger les dérives des innovations précédentes. Dans la lignée de Thoreau et d'Illich, l'enjeu n'était pas de rejeter à ce moment-là l'innovation, mais de la repenser dans une perspective dite, avec le mot d'Illich, convivial, en reposant une question simple et décisive, la technologie, pourquoi faire? La technologie, pour qui? Enfin, la deuxième année, à partir de Hegel, Marx, Arendt, Bergson, nous avons interrogé l'innovation comme dimension constitutive de l'humain. Si l'homme est bien un homo faber, ce faire demeure souvent court-termiste et surtout anthropocentré. D'où la nécessité de repenser l'agir humain afin de le réorienter vers une innovation réfléchie, éthique et humanisante. Troisième année, sobriété et innovation.
L'an passé, nous avons montré que la sobriété ne se réduit pas à la diminution de la consommation. Elle a été pensée comme une modération volontaire, un contrôle de soi et une exigence éthique applicable à l'innovation, engageant une transformation profonde des pratiques et des aspirations. L'articulation entre sobriété et innovation, que nous avons qualifiée d'innovation sobre, a été envisagée comme une innovation de soi, en mobilisant les philosophies antiques telles que l'épicurisme, le stoïcisme, le cynisme également. Nous avons mis en évidence une sobriété à la fois intérieure et relationnelle, fondée sur le détachement des excès et la redéfinition des rapports humains. Nous avons ensuite analysé le paradoxe d'une société qui mise sur des technologies prétendument sobres pour résoudre les crises qu'elle a elle-même produites. Et ici, on a abordé de manière encore plus détaillée que l'année précédente une critique du technosolutionnisme et, en nous appuyant sur Adorno, sur Horkheimer, sur Derrida et Freud, l'innovation a été pensée comme un pharmacone, c'est-à-dire à la fois comme un remède et comme un poison. Voire même une forme de religion moderne qui va répondre à des angoisses existentielles. Cette réflexion nous a conduit à esquisser les contours d'un nouveau contrat social de la sobriété innovante, fondé sur la redéfinition des finalités de l'innovation, la modération collective et la prise en compte de ses conséquences sociales et écologiques. Dans la lignée d'Illich, ces orientations renvoient à l'idéal de société dite conviviale, où les outils demeurent au service de l'humain et de la coopération également. Enfin, la sobriété a été envisagée à la fin de cette troisième année comme un véritable mode de vie philosophique et apparaît alors comme un rapport exigeant à la vérité, à la subjectivité, invitant à résister aux excès et aux illusions de la surconsommation. C'est en ce sens que l'année s'est conclue avec Camus, face au monde et à ses promesses illusoires, un homme, ça s'empêche. Nous avions donc terminé notre troisième année à cet endroit-là. Pour le programme de cette quatrième année, et je vous rappelle que ce séminaire dure 6 ans, on rentre cette fois-ci dans notre deuxième partie, et pour cette année, je souhaite aborder avec vous politique et innovation de la responsabilité du citoyen et de l'État. Et la proposition pour cette année consiste à s'intéresser à l'articulation, au croisement, à l'orchestration entre cette notion de politique et l'innovation. Alors, une des raisons de fond que nous avons pu observer au cours des années précédentes, c'est que l'innovation soulève inévitablement des enjeux qui touchent au cœur de la cité, la façon avec laquelle l'innovation prend pied. Elle s'élabore, elle se développe, elle interagit dans la cité, et donc évidemment au sens politique du terme. C'est aussi un choix de forme dans une période marquée par les élections municipales 2026 à venir, puis présidentielles 2027. Alors évidemment, je le précise d'emblée, le propos n'est pas de commenter l'actualité, mais de formuler des outils conceptuels permettant d'élaborer une critique de l'innovation conformément à l'intitulé même de notre séminaire, penser à partir du politique. En effet, l'innovation est au cœur du politikos à plusieurs titres. C'est l'innovation institutionnelle, transformation des règles du jeu politique, technopolitique, utilisation des technologies numériques pour transformer les pratiques politiques, innovation idéologique ou programmatique, émergence de nouvelles idées, ou encore organisationnelle, structure des partis par exemple. À cela s'ajoutent les politiques d'innovation, entendues comme l'ensemble des mesures, instruments et stratégies déployées par les pouvoirs publics afin de stimuler l'innovation technologique, stimuler l'innovation sociale, industrielle, organisationnelle à l'échelle d'un pays, d'une région, mais aussi d'une ville par exemple. Dans un contexte géopolitique complexe, marqué par une Europe qui peine dans sa construction et par une politique intérieure incertaine, cette année vise ainsi, à partir de la question de l'innovation, à replacer la pensée philosophique au premier plan de la gestion de la cité et à interroger le rôle du citoyen. Pour ça, nos 6 séances habituelles, nous allons les délimiter à partir de 6 thèmes. Le premier, ce soir, en quoi la politique est-elle une innovation ? La séance 2,
l'innovation citoyenne pour une autre politique, la séance 3, l'éducation comme arme politique, puis politique d'innovation pour la 4e séance. L'avant-dernière se tournera vers l'art comme outil d'innovation politique. Enfin, et pour cette date anniversaire importante, la 6e séance sera consacrée à la Commune de Paris, l'innovation par le peuple et la démocratie en question. Voilà pour ce qui s'agit de notre année et le récapitulatif de ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Et donc je vais commencer cette séance. En quoi la politique est-elle une innovation ? Mon intervention est divisée ce soir en 2 parties. Une première partie consacrée à la politique. Alors, je dois vous avouer une dimension peut-être un peu laborieuse, un peu historique, mais profondément nécessaire, tant pour la seconde partie, qui s'intéresse à la philosophie politique, que pour la suite de nos séances. Donc c'est important d'avoir ce bagage, ce panorama en tête pour la suite de nos séances. Autrement dit, il nous faut en passer par une compréhension de la politique, son émergence, pour ensuite y déceler une part des innovations, et de l'autre, l'enraciner dans une pensée philosophique critique. Alors je commence avec cette naissance de la politique. À l'instar de l'innovation, qui trouve ses racines dans l'histoire grecque, la politique trouve également ses origines dans la pensée grecque. Il ne s'agit pas de dire que le système politique serait découvert ou naissant dans la Grèce antique, mais plutôt que l'origine de la politique se confond généralement avec celle de la pensée politique, et de ce fait avec la cité grecque. On verra ça un tout petit peu plus tard. Avant cela, il est cependant utile pour notre propos d'examiner ce que peut être la politique avant l'émergence d'une pensée politique explicite. Autrement dit, il s'agit d'observer la présence de formes et de symptômes politiques sans qu'une pensée réflexive ne soit encore produite à leur sujet. Pour ce faire, l'anthropologie met en évidence 4 systèmes politiques dits primitifs. Le premier système, c'est celui des sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades. Là, on est dans le paléolithique supérieur, on est à 500 000 avant Jésus-Christ, les peuples qui s'assemblent sans pour autant instituer des autorités politiques permanentes. C'est donc ces chasseurs-cueilleurs. Deuxième, les sociétés dites lignagères, néolithiques, moins 6000 avant Jésus-Christ, et ce système politique implique la réunion de plusieurs groupes familiaux, au sein desquels les aînés possèdent une légitimité particulière, les rendant aptes à dénouer les conflits. Enfin, les sociétés à notable charismatique, on est à moins 6000 jusqu'à moins 3000, dans lesquelles le pouvoir est représenté ponctuellement par quelques personnalités reconnues pour leur qualité morale ou leur attribut matériel. La 4e, enfin, ce sont les sociétés dites à chefferie. Là, on est à moins 4000 jusqu'à moins 2000, où quelques individus exercent un pouvoir incontestable, souvent héréditaire, dont l'étendue demeure toutefois variable. D'emblée, apparaissent 2 éléments importants. D'une part, il existe très tôt dans l'histoire humaine des formes de politique, entendues comme des modalités de rassemblement et d'organisation des hommes. D'autre part, de manière subséquente, on observe la présence d'innovations, plus particulièrement évidemment d'innovations dites organisationnelles, qui prennent des formes différenciées dans les systèmes politiques primitifs. Le rassemblement chez les chasseurs-cueilleurs, la réunion lignagère, la sélection de personnalités charismatiques ou encore l'instauration de chefferies. L'innovation apparaît spontanément comme un outil central de la construction des systèmes politiques. En Mésopotamie, on est à moins 6500 jusqu'à 3750. Le phénomène de structuration économique donne naissance à l'existence, le développement de la notion de ville, entendue comme cellule sociologique de rassemblement qu'il devient nécessaire d'administrer et qui perdure d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Quand on va voter pour les municipales par exemple, eh bien, il y a cette notion de ville qui apparaît déjà en Mésopotamie. Une autre innovation en plus de la question des villes, mais gardez ça en tête de ce contexte-là, il y a celui de l'écriture, qui permet précisément l'administration rationnelle
d'un espace donné, donc une ville par exemple, un territoire. Autrement dit, l'écriture va avoir un acte, une action, une façon de permettre de l'organisation. Grâce à l'écrit, il devient possible de transmettre des messages, de tenir des comptes, de constituer des archives, c'est-à-dire de disposer d'éléments permettant l'administration, l'organisation de la vie communautaire et sa régulation. Autrement dit, vous avez la ville, il faut l'organiser, l'écrit est un élément, est un outil qui permet cela. L'avènement conjoint de ce modèle sociologique qu'est la ville et de cette technique qu'est l'écriture contribue à l'émergence de structures telles que l'État et de son corollaire, la politique. C'est cette orchestration par l'écriture de la ville que va pouvoir naître des prémices, évidemment, on n'en est pas encore là, mais de l'État et de la politique. Alors, je fais une parenthèse ici pour préciser une nouvelle fois que mon propos n'est pas de retracer une histoire exhaustive de la constitution de la politique. Toutefois, celle-ci se développant conjointement avec des innovations, l'exemple de l'écriture, l'exemple de la ville, ou se constituant elle-même comme innovation, cette approche nous permet pour cette séance de souligner en quoi la politique peut être pensée comme une innovation. En poursuivant l'analyse du cas mésopotamien, on observe également l'émergence des premiers royaumes, entre 3000 et 1100 avant Jésus-Christ, les cités-États sumériennes, puis les grands royaumes akkadiens, babyloniens ou hittites, qui mettent en place des formes de gouvernement innovantes, les premiers codes juridiques, une diplomatie codifiée, préfigurant des pratiques politiques qui sont encore présentes aujourd'hui, le code que l'on peut avoir, par exemple, le code juridique, le code pénal, etc. Eh bien, c'est notamment le cas des assemblées délibératives. Dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, certaines cités sumériennes, comme Uruk, témoignent d'un équilibre entre pouvoir royal et assemblée. Un poème sumérien, analysé dans les années 80, donc relativement récemment, mentionne deux institutions présentes à cette époque. 1. Une assemblée des anciens, assimilable à un sénat, et une assemblée populaire. La légitimité du roi dépend alors de leur approbation, notamment pour des décisions majeures telles que une déclaration de guerre. Cette configuration évoque ce que l'on peut dire des formes proto-républicaines ou de monarchie constitutionnelle primitive. Début du IIe siècle avant Jésus-Christ, le pouvoir royal se centralise et se sacralise. C'est les premiers rituels de sacre qui légitiment les souverains par le droit divin, tandis que les cités-États sont progressivement absorbés dans des empires centralisés, comme celui de Babylone. Cette évolution marque le déclin des institutions délibératives et la montée d'un pouvoir théocratique structuré. C'est également à cette période que les grands rois initient les premiers codes juridiques connus de l'histoire, dont celui, parmi les plus célèbres, celui d'Hammurabi, vers 750 avant Jésus-Christ. Bien qu'encore empreints de prescriptions morales, ces codes, par rapport à une république par exemple, ou par rapport à une décision collective, la question morale peut être apparente, on avait déjà vu ça par ailleurs, ces codes visent à supplanter les traditions orales par une logique écrite et normative. Et là, il s'agit, si vous voulez, d'une rupture majeure. L'ordre social devient alors codifié, écrit, justifiable et transmissible. Nous ne sommes pas que sur de l'oral, on est sur de l'organisation en tant que telle qui peut être transmise et qui est codifiée. En avançant dans le temps, entre 1350 et 1100, toujours avant Jésus-Christ, les grandes puissances du Proche-Orient participent à un système diplomatique cohérent, connu sous le nom de système d'Amarna. D'Amarna repose sur l'usage d'une langue diplomatique commune, l'akkadien, sur des protocoles codifiés, par exemple la correspondance, échange de cadeaux, hiérarchie symbolique, et sur une reconnaissance mutuelle entre souverains qui se désignent comme frères ou fils selon leur rang. Donc on s'aperçoit, vous voyez, toute cette codification qui va mettre en place, on est dans une forme de préhistoire, c'est pour ça que j'appelais ça le proto-politique,
eh bien tout ça sont un certain nombre de petits éléments qui vont faire en sorte qu'il va y avoir ensuite de l'organisation politique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors on notera toutefois que malgré l'élaboration de ces formes et pratiques politiques, aucune pensée politique explicite ne semble véritablement émerger. Et ça, c'est Jean-Pierre Vernant qui le souligne dans ses travaux. Et c'est important, c'est-à-dire qu'il y a de l'organisation, mais cette organisation-là est dénuée d'une pensée politique. Mais il y a de l'organisation politique. C'est pour ça que je disais qu'elle existe avant même sa dénomination d'une certaine manière. Le politique demeure alors subordonné au sacré, lois, coutumes, hiérarchies, ne font pas l'objet d'une discussion rationnelle, comme ça peut être dans une pensée politique par exemple, mais sont considérés comme émanant des dieux et relevant de l'ordre cosmique. Les souverains mésopotamiens gouvernent, mais ne pensent pas la gouvernance. Et c'est précisément ce déplacement réflexif qui se fera et qui viendra d'être opéré par les Grecs. L'histoire politique ou l'histoire de la pensée politique, peut-on dire, est une histoire grecque. C'est en effet dans la Grèce antique que la politique se transforme en objet de pensée autonome. L'helléniste Finlay insiste sur cette spécificité, considérant la politique comme une activité rare dans le monde prémoderne. Et il va jusqu'à parler d'invention grecque, voire d'une création parallèle chez les Grecs, mais aussi chez les Étrusques et les Romains. Jusqu'au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, la Grèce demeure largement intégrée au continuum culturel et politique de l'Est méditerranéen. Ça veut dire la Turquie, le Liban, la Syrie, la Palestine, la Jordanie, l'Irak, le Koweït et l'Iran. Donc elle est intégrée, si vous voulez, dans cet énorme continuum culturel. Je ne dis pas que c'est un seul et même royaume, mais il y a cette culture commune grandissante de cette forme d'Est méditerranéen politique. Jean-Pierre Vernant observe qu'il n'existe en fait aucune frontière nette à ce moment-là entre Orient et Occident. Il y a le monde égéen, Crète, Cyclade, Grèce, qui reste pleinement lié à l'Anatolie, Turquie actuelle, et à la Mésopotamie, Irak, Koweït, Iran. On a un royaume mycénien, premier État grec connu, et se conforme à ce modèle oriental. Il se caractérise par une royauté fortement centralisée, aux fonctions à la fois militaires, religieuses et administratives. Le roi y exerce son autorité dans un système bureaucratique minutieusement organisé, où la régulation des activités sociales relève davantage de la gestion que de la délibération. Il ne s'agit donc pas encore, à proprement parler, de politique, mais plutôt d'une forme de gouvernement hiérarchique qui est toujours rattachée à un ordre sacré. À partir du XIIe siècle avant Jésus-Christ, avec l'effondrement du monde mycénien, qu'un basculement politique à ce moment-là s'opère. La figure du roi centralisé disparaît progressivement, laissant place à des autorités locales plus fragmentées, on appelle ça les basileis, chefs locaux, dont les fonctions sont principalement religieuses ou cérémonielles. Cette fragmentation du pouvoir permet à deux nouvelles forces sociales d'émerger dans la vie publique. Les communautés villageoises d'une part et une aristocratie guerrière d'autre part. La rivalité entre ces deux groupes entraîne la nécessité, l'apparition d'un nouvel espace politique, avec ce que l'on peut dire une forme d'innovation majeure, c'est celui de la discussion publique. La discussion publique va émerger dans ces conflits nécessaires, ou plus exactement, les conflits vont apporter cette innovation nécessaire qu'est la discussion publique. Le débat, c'est l'agone en grec, qui devient alors le lieu même de la décision, substituant au pouvoir personnel une logique de confrontation argumentée. Dès lors, l'autorité, l'arché, cesse d'être l'apanage d'un individu ou d'un clan. L'État devient ce qui n'appartient plus à personne en propre et ce qui s'ouvre à tous. Il se forme ainsi une entité politique inédite et innovante, c'est ce que l'on va appeler la polis ou la cité grecque, P-O-L-I-S. Cette structure repose sur trois innovations fondamentales. Donc cette police, cette entité
politique qui apparaît, où l'agone, le débat est nécessaire. Hein, donc on voit cette évolution qui va mettre en place, ça ne se pense pas encore, la Grèce d'une certaine manière s'en empare, et puis va créer des organes, la discussion, la place publique, l'organisation en tant que telle du débat, parce que des clans différents vont s'opposer. Eh bien, il va y avoir 3 innovations clés. L'usage du discours rationnel dans la délibération. C'est la mise en publicité des décisions politiques et l'instauration de l'égalité juridique entre citoyens, qu'on appelle l'isonomia, l'isonomie. Par cette transformation, les anciennes règles coutumières perdent leur autorité au profit d'un droit, lui aussi innovant, qui devient progressivement écrit, le droit, il devient réfléchi, le droit, il devient impersonnel, le droit. Eh bien, cette dimension-là est importante parce qu'on va effectivement avoir cette codification dont on a parlé à l'instant, mais qui devient maintenant de manière plus structurée et structurelle. Des figures légendaires, comme les 7 sages, incarnent cette transition entre comment on s'organise, qui va avoir le pouvoir, le roi notamment, le sacré va l'avoir, à quelque chose qui va être l'organisation dans la cité. Eh bien, il y a un passage, une transition entre les deux, et c'est à partir des 7 sages. Ces 7 sages contribuent à fonder une nouvelle éthique civique, dans laquelle la justice n'est plus une affaire entre individus, mais une responsabilité à l'égard de l'ensemble de la communauté politique. Le crime, par exemple, n'est plus défini comme une offense personnelle entre 2 personnes, par exemple, mais comme une atteinte à la cité tout entière. Donc ces dimensions-là sont importantes, parce que vous pourriez avoir une sorte de forme ou de justice politique entre 2 personnes, et bien là, ce n'est pas de la même manière. Il y a la codification, c'est quoi un crime, pourquoi un crime, et ce n'est plus tant la question de la victime que la question de la cité dans laquelle ça se passe. Eh bien, il y a l'idéal de la souphrosune. L'idéal de la souphrosune, c'est ce qu'on appelle la modération, qui permet justement cette transition, qui émerge comme une valeur centrale, organisant la société au cours d'un équilibre entre les forces en présence. Autrement dit, la souphrosune, si vous voulez, cette modération, va être un outil qui montre que l'on ne réagit pas en fonction de ce qui nous arrive, mais en fonction de ce que le droit va dire. Ces 7 sages sont importants pour notre propos, car ils constituent l'un des soubassements de la pensée philosophique politique que nous allons aborder. Autrement dit, ces 7 sages, il n'est pas inutile de les citer, de les mentionner, les situer chronologiquement, parce qu'ils permettent de comprendre ce qu'est la philosophie politique dans son ancienne pensée philosophique grecque, bien sûr. Mais avec cette question de modération, de souphrosune, d'isonomia également, eh bien voir quelle est la pensée commune ou les fondamentaux, les 7 piliers, pourrions-nous dire. Le premier, c'est Thalès de Milet. 625 avant Jésus-Christ, une de ses phrases phares, « Ne te porte jamais caution ». Pythagore de Mytilène, vers 640, conseillait « Reconnais l'occasion favorable ». Bias de Prienne, vers 620, tout ça avant Jésus-Christ, bien sûr, constatait « La plupart des hommes sont mauvais ». Solon d'Athènes, 640 avant Jésus-Christ, prônait « Rien de trop ». Chilon de Sparte, 600 avant Jésus-Christ, qui enseignait le « Connais-toi toi-même ». Périandre de Corinthe, vers 627, recommandait prudence en toutes choses. Cléobule de l'Indos, vers 600 avant Jésus-Christ, rappelait que la modération est le plus grand des biens. Ces 7 sages et leurs principes rendent ainsi possible la transition d'une posture politique intuitu personae, autrement dit, c'est l'individu en tant que tel, à quelque chose qui est différent, qui va être une proposition impersonnelle. Pour ce faire, ils font passer par des sages, par des philosophes, par ceux qui sont en mesure de viser la modération, cette sophrosune. Il y a si vous voulez, une sorte de volonté de rationnel, une volonté de changer l'émotionnel, intuitu personnel de ce qui s'est passé à quelque chose de plus rationnel. Et à ces postures philosophiques s'ajoutent des propositions plus administratives, qui relèvent aussi de l'innovation. Ainsi, le législateur Solon introduit une première tentative de formalisation équitable de la hiérarchie sociale. Chaque classe de citoyens reçoit une part de ressources proportionnelle. Ce principe, donc, c'est plus l'héritage,
c'est plus l'hérédité, c'est pas la classe sociale. Chaque classe reçoit une part de ressources proportionnelles. Ce principe sera ultérieurement remplacé par une égalité stricte et arithmétique, l'isonomia absolue, sous l'impulsion de réformateurs importants à noter, à avoir dans un coin de sa tête, Clisthène, né vers 565 avant Jésus-Christ, qui redéfinit l'organisation politique d'Athènes à travers une série d'innovations, dont l'abolissement de l'ancienne division en 4 tribus, fondée sur la filiation, pour créer 10 tribus artificielles découpées selon des territoires territoriaux, afin de neutraliser les loyautés claniques et de renforcer le sentiment d'appartenance à la cité. Autrement dit, Clisthène voit que 4 tribus possèdent le territoire, si vous voulez, et il va dire, mais en fait, on ne va pas faire en fonction de l'héritage ou du clan familial dans lequel vous êtes issu, que vous héritez d'une certaine manière. Au contraire, on va faire 10 tribus, et ces 10 tribus-là ne sont pas faites en fonction de votre clan familial ou de votre organisation ou de votre héritage, mais quelque chose de rationnel. C'est par exemple des critères territoriaux, à quel endroit vous habitez, comment vous habitez, etc. Et bien en faisant ça, on appartient à la cité, on n'appartient pas à un clan. On appartient à un territoire en tant que tel, et c'est ce que fait Clisthène. Cette rationalisation de l'espace civique constitue une innovation politique majeure. Elle fait de la cité une entité unifiée, indépendante des attaches privées, et conçue comme un corps collectif indivisible, dont chaque citoyen représente une part égale. Avec les propositions innovantes de Clisthène, le principe démocratique trouve ainsi ses fondations administratives, symboliques et juridiques. Comment est-ce qu'on organise ces petits territoires, ces endroits-là? Et on les organise, évidemment c'était bien avant, mais avec cette question de l'écrit, cette question de la ville, cette question du territoire. Donc tout ça est d'une grande cohérence dans l'organisation politique du lieu dans lequel on se trouve. Les innovations grecques résident essentiellement dans une redéfinition complète du politique comme domaine autonome, structuré par la raison, la publicité des actes. La publicité des actes, c'est la mise en commun, l'information, la transparence et le principe d'égalité. En cela, la Grèce marque une rupture avec les formes antérieures de pouvoir et constitue un laboratoire de la pensée et de la pratique politique. La philosophie politique, pour revenir directement à notre problématique de ce soir et en quoi la politique est-elle une innovation, il est pour ça important de mobiliser ce que l'on entend par la philosophie politique, car c'est elle qui peut constituer le socle d'une philosophie critique de l'innovation politique. La philosophie politique apparaît comme un appareil conceptuel permettant de penser les systèmes politiques et les innovations qui leur sont inhérentes. Cette pensée philosophique, cette pensée de la philosophie politique peut démarrer avec Platon. On peut considérer que c'est Platon qui va mettre ça en place, en pensée, si l'on peut dire, mais aussi Aristote. Et ils sont les deux généralement considérés comme les fondateurs de la philosophie politique occidentale, dans la mesure où ils ont produit des œuvres explicitement consacrées à la politique. Alors c'est la République, c'est les lois, ou c'est la politique, donc ce sont des auteurs qui pensent la politique, si vous voulez. Alors on a eu de la politique sans penser, et c'est la Grèce, c'est les Grecs qui vont faire ce système de pensée politique. L'un comme l'autre, Platon comme Aristote, a cherché à théoriser de manière systématique l'organisation de la cité, la justice, la loi, le rôle du citoyen et le bien commun. Toutefois, évidemment, d'autres penseurs avant eux ont également abordé les questions politiques, mais pas de manière systématique, pas avec une pensée philosophique telle que eux deux l'ont développée. Alors je cite rapidement, ça reste des Grecs, en tout cas dans cette orchestration continuum grec, Héraclite, Parménide, Démocrite, des sophistes comme Protagoras ou Gorgias, qui ont développé une réflexion critique sur les lois, la nature de la justice et le relativisme des normes, mais aussi les 7 sages de la Grèce archaïque, dont on a parlé, qui ont permis cette transition, si vous m'avez bien suivi, ainsi que de poètes, Hésiode ou encore Tyrtée, qui ont exprimé des conceptions de l'ordre social et de la justice. Il convient de rappeler, c'est valable pour ce séminaire ce soir, mais c'est évidemment valable pour l'ensemble de mon séminaire, vous l'imaginez bien, de rappeler que la lecture que je fais est toujours
forcément occidentalo-centrée, pour plusieurs raisons, à la fois la culture, à la fois l'incapacité de faire tout, et puis réussir à en sortir une réflexion qui puisse ici nous toucher. Mais en Chine, Confucius, on est à moins 551, 479 avant Jésus-Christ, Lao Tzu ont développé des conceptions politiques à la même époque, ce qui est intéressant de voir, voire même un peu antérieure à Platon. Cette philosophie politique est une branche de la philosophie pratique. Elle interroge les fondements et les finalités du pouvoir politique. L'État, les lois, le gouvernement, la justice, la paix, le bien commun. Eh bien, un penseur contemporain, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait être? Aujourd'hui, en tout cas, à notre époque contemporaine, eh bien, existe toujours cette philosophie politique. Un des grands représentants, c'est Léo Strauss, par exemple, qui est important, et il souligne que la philosophie politique ne saurait être un simple prolongement de l'analyse politique. Ça, c'est très important. Il ne voit pas, Léo Strauss, le fait de dire qu'il y a de la politique, maintenant il y a de la pensée politique. Si toute philosophie politique relève de la pensée politique, l'inverse n'est pas vrai. Toute pensée politique ne constitue pas une philosophie politique. Et ça, c'est évidemment déterminant. C'est pas parce qu'on pense la politique qu'on a une pensée philosophique politique. Il le précise, je cite ici Léo Strauss. Un penseur politique qui ne serait pas un philosophe s'intéresserait ou s'attacherait avant tout à un ordre ou à une législation politique spécifique. Le philosophe politique s'intéresse et s'attache avant tout à la vérité. Et donc c'est ce qui différencie. La pensée politique n'est pas forcément une pensée politique qui s'attache à la vérité, alors que la philosophie politique s'attache à chercher ou se confronter à la question de la vérité. Parce que son objet est profondément enraciné dans la réalité humaine, la philosophie politique entretient un rapport à la fois nécessaire, indépassable, indéfiniment problématique avec les expériences et les opinions effectivement présentes dans la vie réelle de la cité, nous dit une nouvelle fois Léo Strauss. Cette philosophie politique se caractérise par une tension constante entre théorie et pratique. Quelque chose qu'on a déjà vu, notamment quand on a parlé des exercices spirituels, la théoria et la praxis. À ce titre, l'innovation joue un rôle central, car elle s'inscrit systématiquement dans un va-et-vient entre conceptualisation et mise en œuvre. Il n'y a pas de philosophie politique ou même de pensée politique sans avoir une action derrière dans la cité. Cette diversité historique et doctrinale montre que l'innovation politique recouvre des formes multiples, relevant de registres intellectuels, normatifs et pratiques hétérogènes, et qu'il convient donc de ne pas confondre toute pensée politique avec une philosophie politique au sens strict. C'est important quand on écoute un parti politique, par exemple. C'est une pensée politique. Ce n'est pas une philosophie politique. Ce n'est pas non plus une pensée philosophique politique. C'est une pensée politique. Avec ses limites de non-recherche de la vérité. La diversité des innovations politiques atteste ainsi l'hétérogénéité du champ politique. On peut dès lors distinguer plusieurs grandes familles d'innovations apparues à différentes périodes et dans des contextes distincts. Et c'est ce que je vais m'atteler à faire ici. D'abord, ce que l'on appelle les courants émancipateurs et critiques de l'autorité. L'anarchisme, qui émerge comme courant structuré autour de 1793 en réaction à l'autorité étatique, avec des penseurs comme William Godwin puis Proudhon. Le socialisme, qui prend forme dès les années 1820 à travers les pensées de Saint-Simon, Fourier, Owen, prônant une réforme sociale sur la coopération. C'est aussi le communisme, dans ses courants émancipateurs, qui se formalise en 1848 avec la publication du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, ainsi que le libertarisme, version radicale du libéralisme, qui prend essor aux États-Unis à partir de 1955 avec l'autonomie individuelle et la réduction maximale de l'État. Tout ça, ce sont des courants émancipateurs et critiques de l'autorité. Le libertarianisme, le communisme, le socialisme, l'ensemble de l'anarchisme, ce sont des courants émancipateurs et critiques de l'autorité. Ensuite, les doctrines de la liberté politique et de la limitation du pouvoir
au premier rang desquels figure le libéralisme, cette fois, qui s'enracine dès 1689 avec les deux traités du gouvernement de John Locke, valorisant la liberté individuelle et la limitation du pouvoir à la fois. Ce n'est pas que l'émancipation et la liberté, il y a également ici la limitation du pouvoir. C'est également le cas dans cette famille avec le républicanisme. Le républicanisme, dont les origines remontent à la fin de la monarchie romaine en 509 avant Jésus-Christ, mais surtout qui ressurgit comme courant majeur à l'époque des Lumières, en valorisant la souveraineté populaire et la séparation des pouvoirs. À l'opposé, certaines innovations politiques cherchent à préserver l'ordre, les traditions, ou à s'opposer aux ruptures révolutionnaires. C'est le réactionnisme. Le réactionnisme est un courant aussi d'innovation politique, pourrions-nous dire, qui apparaît autour de 1790 en opposition aux idéaux de la Révolution française, notamment dans les écrits de Burke. Le conservatisme, né dans la même période, qui vise à préserver les traditions et à éviter les bouleversements radicaux de la société. Mais c'est aussi le royalisme, qui notamment dans le contexte français prend une forme idéologique à partir de 987, mais s'affirme au XIXe siècle comme mouvement opposé aux républiques. Toujours dans le réactionnisme, nous avons l'autoritarisme, bien que présent dans de nombreuses pratiques politiques antérieures, mais conceptualisé au tournant des XVIIIe et XIXe siècles pour désigner un pouvoir central fort et peu soucieux des libertés. D'autres innovations politiques prennent forme de projets de domination ou de totalisation du pouvoir. Ici, c'est ce qu'on appelle le fascisme, qui naît en 1919 avec la fondation par Mussolini des fameux faisceaux italiens de combat, qui incarnent une idéologie autoritaire et nationaliste, ou encore l'impérialisme, concept ancien avec les empereurs, incarnés avec l'Empire romain vers 27 avant Jésus-Christ, mais qui connaît une certaine vigueur idéologique au XIXe siècle avec l'expansion coloniale. On peut également inclure des formes politiques transhistoriques, où l'innovation réside souvent dans des agencements institutionnels et symboliques durables. La théocratie, qui remonte à l'Antiquité vers 600 avant Jésus-Christ, où pouvoir politique et pouvoir religieux étaient confondus, comme dans les monarchies divines d'Égypte ou d'Israël. Le monarchisme, en tant que mode de gouvernement fondé sur l'autorité d'un roi, existant depuis les débuts des civilisations organisées vers 3000 avant Jésus-Christ, ainsi que les utopies politiques, dont l'un des premiers fondements se trouve dans la République de Platon, rédigée vers 380 avant Jésus-Christ, où il était imaginé une cité idéale gouvernée par des philosophes. Enfin, pour terminer cette dimension, on peut situer dans cet ensemble le progressisme, qui émerge dans les années 1830 comme une volonté d'accompagner les évolutions sociales et technologiques en faveur du progrès humain. Cette pluralité d'innovations politiques, par leur finalité, leurs méthodes et leurs présupposés anthropologiques divergents, comme nous l'avons vu avec Léo Strauss, que si toute philosophie politique s'inscrit dans le champ de la pensée politique, toute pensée politique ne relève pas pour autant d'une philosophie politique, je le répète. Ce qui vient d'être exposé relève pleinement des innovations politiques. Il existe de l'innovation politique depuis que la politique est politique, ou pour le dire autrement, depuis que les hommes sont des êtres en relation. On a vu les tout premiers, les chasseurs-cueilleurs, etc. Cela soulève toutefois une question plus vertigineuse. Pourrait-il en être autrement ? Peut-on concevoir l'homme sans politique ? Si tel était le cas, cela supposerait un sujet pleinement indépendant, autonome, sans relation possible, sans coopération ni communauté. Or, comme on l'a montré de manière très rapide dans notre début ce soir, dans l'histoire de cette politique, eh bien ce fut jamais le cas. L'homme a toujours été politique. L'homme a toujours été politique et on pourrait presque dire que ça se comprend ou ça s'argumente, même avec Aristote, qui lui affirme que l'homme est un animal politique. Je cite ici Aristote de manière un peu longue pour faire comprendre ce qu'il entend par animal politique.
La cité est au nombre des réalités qui existent naturellement, et l'homme est par nature un animal politique. Et celui qui est sans cité, naturellement et non par des circonstances, est ou un être dégradé ou au-dessus de l'humanité. Il est comparable à l'homme traité ignominieusement par Homère de sans famille, sans loi, sans foyer, car en même temps que naturellement apatride. Il est aussi un brandon de discorde, et on peut le comparer à une pièce isolée au jeu de tric-trac. Mais que l'homme soit un animal politique à un plus haut degré qu'une abeille quelconque ou tout autre animal vivant à l'état grégaire, cela est évident. La nature, en effet, selon nous, ne fait rien en vain. Et l'homme, seul de tous les animaux, possède la parole. Or, tandis que la voix ne sert qu'à indiquer la joie et la peine, et appartient aux animaux également, car leur nature va jusqu'à éprouver les sensations de plaisir et de douleur, et à se les signifier les uns les autres, le discours sert à exprimer l'utile et le nuisible, et par la suite aussi le juste et l'injuste, car c'est le caractère propre à l'homme par rapport aux autres animaux d'être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et des autres notions morales, et c'est la communauté de ces sentiments qui engendre famille et cité. Je termine la citation ici. Pour Aristote, l'homme tend par nature à vivre en cité, et en réalisant cette tendance, il accomplit sa nature, c'est-à-dire ce pourquoi il est fait. Il affirme ainsi, dans l'Éthique à Nicomaque, que personne ne choisirait de posséder tous les biens de ce monde pour en jouir seul, car l'homme est un être politique et naturellement fait pour vivre en société. L'individu n'est donc pas en soi un être complet ou achevé, dont l'existence pourrait être posée antérieurement et extérieurement au social. Il est au contraire un être inachevé, sans réalité propre, hors de la totalité sociale au sein de laquelle il accomplit les fins de sa nature. Je le cite encore, comme il l'a dit, je répète, sans famille, sans loi, sans foyer. Il est comme une pièce isolée au jeu de tric-trac. En conséquence, l'homme innove pour accomplir sa nature. Il invente la ville, les écrits, la monnaie d'échange, ainsi que les systèmes politiques évoqués précédemment, qui permettent de régir et d'ordonner la vie commune. L'homme étant pour Aristote le seul animal qui parle, tandis que les animaux grégaires ne possèdent que la voix. Et puisque le présupposé finaliste, la nature ne fait rien en vain, tout ce qui existe a sa raison d'être, y compris cette disposition sociale propre à l'homme. Il convient ici de préciser qu'Aristote établit une distinction essentielle entre la voix, phonée, et la parole, logos. La voix, également présente chez les animaux, sert à exprimer des émotions, telles que la douleur, le plaisir, et renvoie une sensibilité partagée par les êtres vivants. Toutefois, si les animaux ressentent et manifestent des états affectifs, l'humain se distingue par sa capacité à produire un langage articulé porteur de sens. Parler ne consiste pas simplement à émettre des sons, mais à formuler des propositions, c'est-à-dire à énoncer des jugements. L'homme ne se contente pas d'exprimer sa douleur par un cri. Il affirme par exemple que ceci est un mal. Il met ainsi en relation des idées et prend position quant à leur vérité ou à leur légitimité. La parole suppose donc une activité de pensée, ce que désigne précisément le terme grec de logos, qui renvoie à la fois à la parole et à la raison, entendu comme parole sensée et rationnelle. Plus encore, les jugements humains engagent des valeurs. Dire qu'un acte est juste ou bon implique un appel à une norme qui dépasse la subjectivité individuelle. Ces notions ne relèvent pas simplement d'un ressenti personnel, mais s'inscrivent dans une perspective partagée, susceptible d'être discutée avec autrui. Invoquer la vérité ou la justice suppose toujours qu'elle puisse faire l'objet d'un accord entre les esprits, ou des accords, en tout cas une articulation d'esprit, au pluriel. La vérité constitue ainsi le repère du discours rationnel, tandis que la justice oriente les relations entre les membres d'une société. Lorsque nous affirmons qu'une conduite est juste, nous n'exprimons pas seulement une opinion individuelle, mais nous ouvrons un espace de dialogue
portant sur ce qui concerne la vie commune. Par la pensée partagée, les individus peuvent confronter leurs points de vue et rechercher ensemble ce qui vaut pour tous. La parole devient dès lors le fondement même de la vie politique. On pourrait même se demander, un peu de manière provocatrice, je l'avoue, si la parole ne constitue pas une innovation humaine destinée à rendre possible la politique. Qu'il s'agisse du Parlement ou de la place publique, c'est par l'échange verbal que les citoyens débattent de ce qui les unit, de leurs intérêts communs, de leurs désaccords aussi. Autrement dit, la parole est par nature politique, tout comme la politique repose intrinsèquement sur le langage et le dialogue. Et ainsi, un espace politique se définit comme le lieu où chacun peut exprimer sa conception du juste, de l'utile, du bien, et où, à travers le débat entre égaux, se construit la possibilité même du vivre ensemble. Cette conception de l'homme comme animal politique sera largement discutée par la suite. Dès l'Antiquité tardive, d'ailleurs, Marc Aurèle adhère à l'idée d'un être humain naturellement sociable et politique. Il affirme, je le cite, « Dans la constitution de l'homme, le caractère essentiel est donc la sociabilité. » Pour lui, la nature humaine est fondamentalement tournée vers la communauté. Et la parole, la raison, ainsi que l'appartenance au tout, constituent les traits d'une existence orientée vers autrui. A l'inverse, Thomas Hobbes rompt avec la tradition aristotélicienne et rejette l'idée d'une sociabilité naturelle. Dans Des Civets, il soutient, je cite Thomas Hobbes, « Si l'on considère de plus près les causes pour lesquelles les hommes s'assemblent et se plaisent à une mutuelle société, il apparaîtra bientôt que cela n'arrive que par accident et non par une disposition nécessaire de la nature. » Donc si pour lui ça arrive, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ce n'est pas une disposition naturelle. Pour Hobbes, l'état de nature est un état de guerre, et seule la peur conduit les individus à contracter une société. Spinoza, dans l'Éthique, reprend quant à lui la thèse d'un homme fondamentalement sociable. Je le cite. « Les hommes ne peuvent cependant guère passer la vie dans la solitude, et, à la plupart, agrée fort à cette définition que l'homme est un animal sociable. » Dans l'Éthique de Spinoza. La vie commune apparaît alors comme une nécessité rationnelle, bien que traversée par les passions et rendue possible par l'effort de compréhension mutuelle. Auguste Comte inscrit la sociabilité humaine dans une perspective positiviste. Dans ses discours sur l'esprit positif, il affirme « L'esprit positif est directement social, autant que possible, et sans aucun effort, par suite même de sa réalité caractéristique. Pour lui, l'homme proprement dit n'existe pas. Il ne peut exister que l'humanité, puisque tout notre développement est dû à la société. » Chez Comte, l'individu est ainsi indissociable du tout social et n'existe qu'en tant qu'expression d'un corps collectif. Enfin, Marx reprend l'expression aristotélicienne en inscrivant dans sa conception matérialiste de l'histoire. Je cite Marx. « L'homme est, au sens le plus littéral, un zoon politikon. Non seulement un animal sociable, mais un animal qui ne peut s'isoler que dans la société. » Pour Marx, la sociabilité humaine constitue la condition même de l'existence individuelle. L'homme se formant et se transformant à travers ses rapports sociaux et ses modes de production. Si l'homme est un animal politique, il l'est par l'innovation de la parole, par la pensée rendue possible par la parole, ou encore si ce sont la parole et la pensée qui le rendent politique, mais aussi, comme nous l'avons montré, par ses initiatives. Ville, écriture, monnaie ensuite, et puis d'autres innovations communautaires, y compris les systèmes politiques eux-mêmes. Alors une question s'impose. Si l'homme est véritablement un homme politique, ce qu'il est en tant que nature, en tant qu'être, on peut dire ontologiquement, mais par nécessité, il est innovant. Par la parole, la pensée, l'initiative, qui viennent asseoir et actualiser ce statut d'animal politique. En ce sens, on pourrait soutenir que l'homme est avant tout un animal innovant, ce qui le distingue précisément de l'animal simplement grégaire. Dit d'une autre manière,
L'homme serait d'abord innovant parce qu'il est ontologiquement politique. Et ce point est important car il écarte l'idée que l'homme pourrait être innovant par contingence. La proposition aristotélicienne, selon laquelle l'homme est un animal politique, zone politikon, souligne sa nature fondamentalement sociale et sa capacité à vivre au sein d'une communauté organisée, fondée sur le langage, la délibération et la recherche du bien commun. À partir de cette idée, il devient possible de proposer que l'homme soit également, et peut-être même d'abord, un animal innovant, dans la mesure où l'innovation apparaît comme l'expression de sa nature rationnelle et politique. L'innovation peut d'abord être comprise comme un prolongement de la rationalité. Comme nous l'avons dit chez Aristote, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est le logos. Non seulement le langage, mais aussi la capacité de raisonner, délibérer, discerner le juste et l'injuste. Cette même faculté est à l'origine de l'innovation. C'est parce que l'homme peut penser autrement, projeter, questionner l'existant, qu'il est en mesure d'inventer ce qui n'existe pas encore. L'innovation apparaît comme une manifestation de la raison pratique, autant que de la raison créatrice. L'homme politique est également celui qui transforme la cité. Dans la politique, Aristote décrit la cité comme une réalité naturelle, mais en perpétuel perfectionnement, ce qui implique la nécessité d'innover. La délibération collective qui fonde l'action politique suppose une forme de créativité sociale. Imaginez de nouvelles lois, de nouvelles formes d'organisation, de nouvelles réponses aux problèmes de la communauté. L'innovation est indissociable de la vie en communauté, car elle naît du souci de l'autre et la recherche du bien commun. L'homme n'innove donc pas uniquement pour lui-même, mais le plus souvent pour améliorer les conditions de la vie commune, ou de son extrapolation à ce qu'il pense être nécessaire pour la vie commune. Il crée des institutions et des outils, des pratiques, afin de répondre aux besoins de la cité. En ce sens, l'innovation peut être comprise comme une extension du politique, dans la mesure où elle engage la transformation du monde commun. À l'instar de l'animal politique, l'animal innovant est orienté vers l'avenir et vers la construction d'un monde partagé. C'est pourquoi nous avons dit qu'ils se confondent. Il convient toutefois de souligner une tension inhérente à cette dynamique. L'innovation peut également déstabiliser l'ordre politique, remettre en cause les traditions, les hiérarchies et les équilibres établis. C'est d'ailleurs pourquoi, dans l'histoire, l'innovation et l'innovateur sont souvent perçus comme hérétiques, comme nous l'avions vu lors de notre première année. Dès lors, l'animal politique et l'animal innovant peuvent entrer en conflit et se distinguer, sauf si l'innovation est pensée et orientée dans un cadre éthique et politique au service du commun, de la cité. Cette tension rejoint directement les réflexions contemporaines sur l'innovation responsable, par exemple. Il nous semble ainsi que soutenir que l'homme est un animal innovant prolonge, sans le trahir, le diagnostic aristotélicien de sa nature politique. L'homme innove parce qu'il vit en société, parce qu'il délibère et parce qu'il cherche à répondre aux défis du vivre ensemble. C'est-à-dire que pour l'articulation animal-politique, animal-innovant, fonctionne au bénéfice de la cité, sa finalité doit être le bien commun. En conclusion, pour ce soir, en quoi la politique est-elle une innovation ? L'homme, en tant qu'animal politique et animal innovant, possède la capacité d'instituer des règles, créer des lois, des constitutions et des formes de gouvernement, monarchie, aristocratie, démocratie, république, qui relèvent à l'évidence de l'innovation. Il ne s'agit pas ici d'une innovation technique, quoique ça dépend ce que l'on entend par technique, mais bien d'innovation institutionnelle, organisationnelle, éthique, symbolique. C'est fonder une cité, établir une justice, définir des droits qui supposent une rupture avec le chaos ou la violence brute, un geste fondateur par lequel la parole se substitue à la force et l'accord à la domination. En ce sens, on peut soutenir que la politique constitue la première grande innovation humaine. Une innovation au sens fort, dans la mesure où elle crée un monde commun possible à partir de la pluralité des individus. Ce qui fait la spécificité de cette innovation tient à sa capacité à projeter collectivement un avenir souhaité, à imaginer,
à instituer du nouveau tout en inscrivant dans la continuité d'une tradition ou d'un ordre existant. Cette conception rejoint les réflexions contemporaines sur la refondation de la politique. Dans un monde, comme on l'a dit au début, traversé par des crises écologiques, sociales, technologiques, nous sommes appelés finalement en permanence, et de nouveau, et peut-être encore plus maintenant, à innover politiquement, c'est-à-dire à inventer de nouvelles formes de citoyenneté, de gouvernance et de justice. L'animal politique d'Aristote devient alors, plus que jamais, un animal innovant, confronté à la nécessité de repenser les conditions mêmes du vivre ensemble, le but originel de la politique. Et c'est à ce titre qu'il nous faut de l'innovation citoyenne. Et l'innovation citoyenne en vue d'imaginer, créer, d'innover une autre politique. Et cela apparaît désormais central, et c'est ce que je vous propose d'aborder lors de notre prochaine séance ensemble. Je vous remercie.